Oui, on en voit beaucoup. En fait, il faut savoir que c'est 1,6% de la population française qui est touchée, donc c'est énorme. Alors, normalement, les centres de traitement de la douleur voient les formes les plus sévères. C'est ça qui serait le plus approprié. Et donc, les médecins généralistes, les rhumatologues aussi en voient. D'accord. Alors bon, pour tous ceux qui nous ont déjà rejoints, on va donner quelques indications pratiques, que ce soit d'ailleurs sur la page Facebook ou sur la homepage du Figaro. Aurélie, vous nous rappelez un peu les règles du jeu ? Oui, donc justement, comme vous venez de le rappeler, sur Facebook, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Et sur la page Facebook et sur la page du Figaro.fr, il y aura un onglet. Si vous êtes devant Figaro.fr, il y a un onglet en bas à droite, Participer, où vous pouvez poser vos questions, témoigner. Nous, ici, on vous écoute et on répondra à vos questions avec le professeur Françoise Laroche. D'accord, alors bon, allez-y, foncez, envoyez vos questions. Déjà, certaines sont arrivées, évidemment. On va commencer, bien sûr, par une définition, comme à chaque fois, et puis on la reprendra peut-être au cours de l'émission pour ceux qui nous rejoignent en cours. La fibromyalgie ou le syndrome fibromyalgique, maladie ou syndrome. Syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Maladie, c'est clairement une maladie avec une cause bien précise. Eh bien, c'est un vrai débat, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui souffrent de fibromyalgie se plaignent de douleurs diffuses, persistantes. On parle de douleurs chroniques parce qu'elles persistent. Ces douleurs sont accompagnées d'une fatigue souvent intense et il y a des troubles du sommeil, mais aussi d'autres symptômes. Alors, professeur Laroche, je vous propose de reprendre les symptômes un petit peu pour nous en dire un peu plus. D'abord, cette douleur, elle a quelle particularité ? Alors, ça a une particularité, c'est d'être des douleurs diffuses, c'est-à-dire c'est quasiment l'ensemble du corps qui est concerné, et elles sont chroniques, c'est-à-dire elles durent depuis plus de 3 mois. Ces douleurs touchent essentiellement les articulations, les muscles et les tendons. Alors je vous coupe parce qu'on avait une infographie avec des zones douloureuses. Alors ça, c'était l'ancienne définition. Dans la nouvelle, ça existe encore, mais on voit comme ça des points douloureux. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors en fait, au départ, ces points douloureux, c'est des points d'insertion des tendons et des muscles qui sont douloureux. Et au départ, on parlait de points, mais on a plutôt compris maintenant, ces dernières années, que ce sont des zones douloureuses. C'est plus un ensemble de muscles et de tendons qui vont être douloureux plutôt qu'un point précis. Donc ces points précis étaient utilisés dans la précédente définition qui date quand même d'il y a, enfin on ne va pas dire définition, mais plutôt classification, qui date d'il y a plus de 20 ans. Entre-temps, on a réfléchi, on s'est rendu compte des limites de cette classification et maintenant, il y a à la fois ces zones douloureuses qui font partie du diagnostic si elles sont nombreuses et aussi des signes d'accompagnement qu'on peut appeler des signes de sévérité s'ils sont intenses, comme la fatigue, le réveil non reposé. Les troubles cognitifs, on n'y pense pas toujours, mais il faut interroger. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme troubles d'attention, de mémoire, de concentration, au point que certains patients disent « mais est-ce que je n'ai pas l'Alzheimer ?» Rassurez-vous, ce n'est pas ça et c'est réversible. Et enfin, il y a tout un ensemble d'autres symptômes qui vont toucher tout l'organisme. Ça peut être des symptômes digestifs, urinaires, des maux de tête, des brûlures d'estomac, ça peut être des fourmillements, mais tout ça, c'est un ensemble de symptômes qui n'ont pas de lésion. Ça veut dire que les gens ont vraiment mal, ils sont vraiment gênés, mais heureusement, il n'y a pas un organe défectueux. Déjà sur le Facebook du Figaro, on a des remerciements. Annabelle Falzon qui nous dit merci pour cette émission et Marie-Lyne Becquet qui nous dit merci de parler de cet handicap. C'est un handicap du coup la fibromyalgie ? Alors environ 30% des personnes qui souffrent de fibromyalgie sont extrêmement gênées, très handicapées parce que imaginez avoir des douleurs, de la fatigue et ne pas dormir et avoir du mal à réfléchir, ce que ça peut donner. Donc oui, ça peut être vraiment très très gênant dans la vie quotidienne. Mais il faut savoir que la plupart des formes ne sont pas des formes sévères et c'est important de donner de l'espoir aussi. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de lésion d'organes, c'est aussi rassurant. Ça veut dire que ça peut être réversible, qu'on peut remonter la pente, qu'on peut s'améliorer, même si guérir dans le sens redevenir exactement comme avant, c'est un objectif un peu utopique. Oui, c'est ce qu'on va explorer dans cette émission. Si vous nous prenez en cours, on va parler bien sûr de la fibromyalgie, de la façon dont on fait le diagnostic, mais surtout, et c'est une grosse partie de cette émission, des traitements, de la prise en charge. Et d'ailleurs, là aussi, appel à l'interactivité, c'est à vous de nous dire si vous souffrez de fibromyalgie, quelle méthode vous avez utilisée et avec quels résultats. En gros, partagez vos trucs avec les autres. Effectivement, on ne fait pas souvent des émissions sur la fibromyalgie, donc profitez-en, surtout qu'il y aura un replay après. N'hésitez pas, partagez vos expériences heureuses
plus que malheureuse même, avec les autres internautes. Alors, je voudrais revenir aussi sur la prédisposition, parce que, et Aurélie, d'ailleurs, je crois que vous aviez un témoignage sur cette idée de prédisposition. Oui, en effet, ce matin, on a eu une question de la part d'Aline Gauthier qui nous demandait: la fibromyalgie peut-elle être héréditaire ? Alors, on ne peut pas dire que c'est une maladie héréditaire. En revanche, il y a des prédispositions. Et ces prédispositions sont de plusieurs ordres, pas seulement génétiques, mais on s'est rendu compte, par exemple, quand on fait des études de jumeaux, que si on a un jumeau qui souffre de la fibromyalgie, l'autre jumeau a 8 fois plus de risque d'en souffrir aussi. Et il y a certains gènes, certaines variations de gènes qui pourraient prédisposer aux douleurs. Mais ce n'est pas la grande majorité des facteurs de prédisposition à la fibromyalgie. Il y en a d'autres qui sont environnementaux, par exemple. Donc il ne faut pas dire que c'est une maladie génétique au sens strict du terme. Maintenant, toutes les maladies ont des différents facteurs de prédisposition. Dans le diabète, dans certains rhumatismes, il y a aussi des formes un peu plus familiales, on va dire. Et là, justement, qu'est-ce qu'on connaît comme facteur de prédisposition, en gros, qui nous dit, attention, vous êtes plus à risque que quelqu'un d'autre d'avoir une fibromyalgie? Alors, le fait déjà de souffrir de douleurs. Si on a mal au dos depuis longtemps, on n'est plus sujet parce que le système de régulation de la douleur va un petit peu coincer, va être un peu moins performant. Si on ne dort pas depuis des années, qu'on a un insomnie chronique, ça peut aussi favoriser. Si bien sûr on est anxieux, déprimé, qu'on a fait des maladies anxio-dépressives, ça peut favoriser. Si on vit dans un grand stress, ça peut favoriser. Et puis, certains facteurs hormonaux peuvent exister aussi. On s'est rendu compte que ça touchait plus les femmes et que les femmes sont protégées lorsqu'elles ont leurs œstrogènes et un peu moins lors de la ménopause, par exemple. Donc, il y a des facteurs comme ça qui sont multiples, qui sont à la fois environnementaux, qui peuvent être hormonaux, qui peuvent être sociaux, psychosociaux, avec du stress, etc. Donc, en fait, il faut, je dirais, voir les choses dans leur globalité et essayer d'évaluer tous ces paramètres de prédisposition, mais aussi, et je pense que là où c'est le plus important, parce qu'une fois que c'est installé, c'est un peu difficile de revenir en arrière, mais c'est surtout les facteurs d'entretien. Certains de ces facteurs vont être des facteurs d'entretien. Oui, alors facteurs d'entretien, ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé la maladie, avoir mal, ça va contribuer à maintenir ces douleurs. C'est quoi ces facteurs d'entretien? Si on continue à mal dormir, à être stressé, à avoir des facteurs d'environnement, on va dire, pas favorables, de ne pas avoir un lieu de vie stable, de ne pas dormir dans sa chambre tranquille, de ne pas avoir une hygiène de vie un petit peu régulière, tout ça va favoriser la chronicisation. Et puis, un des facteurs aussi qui peut chroniciser, c'est justement ce nomadisme, c'est cette quête sans fin du diagnostic. Alors, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que le diagnostic, avant, c'était 7 ans, le délai, après 5 ans, maintenant, ça passe, il y a des patients plus diagnostiqués plus tôt. Donc, ça permet d'éviter ces facteurs d'entretien de la maladie, des symptômes, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. C'est extrêmement angoissant. On va en parler dans un instant du diagnostic. Oui, justement, on a des internautes qui demandent, Dominique, par exemple, je ne sais pas à qui en parler, donc à quel médecin faut-il s'adresser? Alors, le premier médecin qui s'occupe des patients, c'est le médecin généraliste. C'est le premier d'accès. Alors, c'est vrai que certains patients disent il ne connaît pas, c'est pas reconnu. Il y a de plus en plus d'enseignements post-universitaires pour les médecins déjà installés. Et puis, les jeunes médecins, ça fait à peu près une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, qu'il y a un module spécifique à la faculté de médecine sur la douleur et les soins palliatifs. Donc, on espère que ça diffusera un peu mieux dans la population médicale. Et en tout cas, dans les médias grand public, ça diffuse énormément. Donc, c'est de plus en plus connu. Donc, les médecins aussi connaissent plus. Alors, je reviens un instant sur les douleurs, parce qu'Émilie nous demande, est-ce que les douleurs, même inexpliquées médicalement, peuvent disparaître comme elles sont venues? Alors, on ne peut pas parler en général. Mais en tout cas, ce que l'on observe, c'est... Alors, elles ne sont pas inexpliquées. Le terme lui-même, inexpliqué, déjà met un peu de trouble. Elles ne sont pas inexpliquées. Oui, on va y revenir sur les mécanismes de la douleur. En fait, on va dire, est-ce que des douleurs chroniques peuvent s'améliorer? Ça dépend un petit peu du type de douleur, s'il y a des lésions ou pas. Dans la fibromyalgie, il n'y en a pas. Et puis, des stratégies qui vont être mises en place et de la gestion des facteurs d'aggravation. C'est-à-dire, si la personne est en grand stress,
l'inverse, c'est pas à ce moment-là que les douleurs vont s'améliorer. Hein. Oui, alors on a insisté, vous avez insisté, professeur Laroche, sur l'importance de l'hygiène de vie. C'est vrai qu'on y revient à chaque fois, sur avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie. C'est particulièrement vrai, bien sûr, pour le patient atteint de fibromyalgie. Et je dirais même que c'est particulièrement vrai pour les femmes, parce que, vous l'avez dit, mais les femmes sont beaucoup plus atteintes. C'est quelle proportion femmes-hommes sur la fibromyalgie? C'est à peu près 7 sur 10, 7 femmes sur 10. 7 femmes sur 10. Et là aussi, la fibromyalgie ne touche pas forcément que les femmes adultes ou ménopausées. Ça peut aussi concerner des enfants. Tous les âges sont possibles. Oui. D'ailleurs, on vous remercie aussi sur le forum, puisque vous employez, donc c'est Val Monet qui vous remercie d'employer le mot maladie au lieu de syndrome de fibromyalgie. Alors, il faut prendre les critères de l'OMS. Les critères de l'OMS pour la maladie, c'est au-delà de 3 mois d'évolution. D'accord. Donc en fait, l'erreur qu'on fait, en fait, c'est de dire que ce sont des symptômes, la fibromyalgie, et qu'il n'y a pas de lésion. Mais quand ça dure, ça devient une authentique maladie avec toutes les difficultés que rencontrent des malades chroniques. Hein. On en parlera tout à l'heure avec Cécile, mais avant d'aborder la question du diagnostic, Aurélie, j'aimerais que vous nous disiez le témoignage de Dakassi qui est arrivé aussi sur la page Facebook du Figaro. N'hésitez pas, encore une fois, vos témoignages ou vos questions sur la page Facebook du Figaro. Oui, lui, il a témoigné hier, il me semble, et il nous explique « J'ai été diagnostiqué fibromyalgique il y a 10 ans. Finalement, un neurologue a découvert une maladie auto-immune. Alors, il faut faire attention quand, sous prétexte qu'on ne trouve pas la maladie, on pose le diagnostic de fibromyalgie. » Alors, voilà. Du coup, la question, professeur Laroche, comment fait-on le diagnostic de fibromyalgie? Et puis, pourquoi fait-on parfois des examens qui ne servent pas au diagnostic, mais à autre chose? Alors, en effet, c'est complexe puisque les symptômes, comme vous l'avez vu, sont polymorphes. Ils peuvent toucher tous les organes. Plein de formes. Voilà, aussi. Plein de formes différentes, plein de sévérités différentes. Ce n'est pas du tout homogène, la fibromyalgie. On a fait une enquête, nous, grâce à une association de patients qui s'appelle le Fibromyalgie SOS, où on a des données épidémiologiques sur plus de 4500 personnes et on voit à quel point c'est varié. C'est un ensemble Thomas nous très dit, par exemple, la douleur peut-elle se faire sentir par l'épaule? C'est possible de commencer par ça. Oui, tout à fait. Donc, le diagnostic, il est avant tout un diagnostic d'historique, c'est-à-dire d'interrogatoire, depuis quand, comment ça s'est passé, etc. Un examen clinique rigoureux qui permet d'éliminer d'autres maladies et de voir si l'examen est parfaitement normal, même si l'examen est douloureux. D'accord. Et puis, on va s'aider selon l'orientation. Oui. Si, par exemple, ce monsieur a dans sa famille ou des personnes qui ont une maladie auto-immune ou un rhumatisme inflammatoire, on va faire un peu plus d'exploration. D'accord. Donc, c'est vrai que la médecine, c'est quand même toute une démarche. Et donc, il faut que cette démarche soit bien faite. Et c'est vrai que pour ce faire, les rhumatologues sont quand même particulièrement qualifiés. Dans notre enquête, c'était plus de 50% des patients qui étaient diagnostiqués par un rhumatologue. D'accord. Les médecins généralistes vous adressent parfois des patients avec la suspicion de fibromyalgie? Oui, très souvent. Oui, très souvent. Oui. Alors, dans la complexité de la maladie, il y a effectivement ces symptômes. Il y a aussi parfois au premier plan les symptômes cognitifs, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui vont se plaindre, alors soit de troubles peut-être de l'attention, de la mémoire, mais il y a aussi des symptômes qui parfois attirent l'attention presque psychiatrique, qui peuvent être d'authentiques dépressions, par exemple, ou des choses comme ça. C'est fréquent ou il y a toujours eu la douleur avant? Alors, tout dépend si on parle de dépression, de fibromyalgie, de dépression masquée ou de dépression associée à la fibromyalgie. Alors, allez-y, démêlez-nous ça. Ça fait beaucoup de choses, donc c'est un peu compliqué, mais on va dire que la fibromyalgie, ce n'est pas une dépression. D'accord, mais qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des dépressions masquées, c'est-à-dire des dépressions qui ne ressemblent pas à des dépressions. C'est-à-dire que les patients ont beaucoup plus de symptômes physiques que de symptômes psychiques. Ils ne sont pas forcément ralentis, ils n'ont pas forcément un trouble de l'humeur avec une tristesse de l'humeur, mais ils vont avoir des douleurs. Mais ça, ce n'est pas la fibromyalgie, c'est encore autre chose. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des douloureux chroniques, fibromyalgie compris, vont souvent secondairement tomber en dépression, parce que c'est une maladie qui est épuisante, et du coup ils vont se retrouver à avoir aussi une dépression associée ou une dépression secondaire. Et puis la dépression elle-même expose à la fibromyalgie. Donc vous voyez, les intrications sont très fréquentes. Alors Marie, par exemple, nous demande comment savoir à quel stade on est de la maladie. Est-ce qu'il y a des stades à la maladie? Alors il y a plutôt des sévérités, des signes de sévérité. Donc on va dire que les signes de sévérité selon les critères du Collège américain de rhumatologie, c'est beaucoup de zones douloureuses, d'accord,
jusqu'à 19, donc c'est beaucoup. Et puis, beaucoup de troubles cognitifs, une fatigue très importante, parce qu'elle peut être modérée ou très importante, un réveil non reposé, et d'autres symptômes que les douleurs, c'est-à-dire des symptômes des autres appareils digestifs, ORL, neurologiques, etc. Donc voilà, il y a des signes de gravité. Là, c'est qu'on est avec une fibromyalgie sévère. Oui. Ok. Alors, on a déjà abordé un petit peu toute la complexité de cette maladie. On voit qu'effectivement, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intriquées. Dans le prochain quart d'heure, je vous propose qu'on aborde le traitement. Alors, les traitements, je devrais dire, parce que vraiment, il n'y a pas un traitement et malheureusement, il n'y a pas un traitement miracle. Et peut-être commencer par le maître symptôme, la douleur. Alors là, aussi peut-être commencer, c'est classique en médecine, je suis désolé pour les internautes parce que beaucoup peut-être n'ont pas recours à ça en premier lieu, les médicaments. Vous avez quand même des médicaments contre la douleur, il y a même beaucoup de médicaments contre la douleur. Oui, alors je vais reprendre les choses un peu dans l'autre sens et vous dire que les dernières recommandations qui ont été publiées au niveau international, c'est la recommandation européenne qui date de 2016, qui ont mis en avant d'abord les approches non médicamenteuses. Vous voyez, on arrête avec les médicaments, on n'arrête pas. Non, alors on n'arrête pas, allez-y. Non, c'est des associations, hein. Il faut vraiment comprendre que dès qu'on est dans une maladie chronique, c'est plusieurs choses qui vont s'associer. Le médicament ne va pas tout résoudre et les autres stratégies, pas forcément. C'est des associations. Et chaque association, finalement, ça va constituer pour un patient son régime à lui. Parce que les patients sont différents, donc des patients qui vont mieux tolérer telle ou telle molécule, mieux tolérer telle ou telle approche non médicamenteuse. Donc ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance, donc il faut tester en fonction des patients ce qui va marcher le mieux pour tel ou tel patient. Donc ce n'est pas un traitement standardisé, tout le monde va avoir la même chose. Alors, quand même, pour faire un petit tour sur les médicaments, on utilise quoi comme type de médicaments? Ce n'est pas que les antidouleurs classiques, paracétamol. Non. Alors, les antidouleurs classiques peuvent aider. Oui. Et notamment, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient aider dans le quotidien, notamment en prévention. Par exemple, prendre du paracétamol 1 heure avant, une bonne dose 1 heure avant une situation à risque de douleur, ça va mieux marcher. Ça va être plus intéressant. Donc, on est plutôt dans l'anticipation que dans « j'en prends le moins possible et j'en prends quand c'est trop tard ». Donc déjà, cette stratégie d'anticipation plutôt que de réaction, c'est très important. Donc on se rend compte en fait que dans les stratégies de traitement, c'est le comportement du patient qui va être primordial, sa façon de faire. Hein, et pareil, quand on parle d'exercice physique, c'est la façon de le faire. Il y a des patients qui vous disent « mais moi, dès que je bouge, j'ai mal ». Donc il y a une façon de faire. Et ne pas supprimer des stratégies parce qu'on n'y arrive pas. D'accord, oui. Il faut d'abord reparler avec son médecin pour voir comment procéder. Les mettre en place. Alors, j'ai parlé des antidouleurs, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, dans les médicaments, il y a aussi des psychotropes. Alors, ça fait beaucoup débat chez les patients. Ils sont dit, mais je ne suis pas. Parce qu'on leur dit, c'est pas dans la tête, mais en même temps, c'est dans le cerveau. Donc, Exactement, voilà. Donc, c'est important de comprendre que la douleur, c'est à la fois corporel et émotionnel, et cognitif et comportemental. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. En 1 seconde, l'organisme a déjà tout compris d'une douleur. Sauf que la personne n'a pas forcément compris, mais l'organisme, lui, il a compris. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces mécanismes de douleur chronique sont des phénomènes d'amplification dans le cerveau, avec, on va dire, les seuils de la douleur qui sont abaissés, c'est-à-dire que la personne, pour une stimulation plus faible, va tout de suite déclencher de la douleur. Alors justement, tiens, j'aimerais bien qu'on passe une petite animation et que le professeur Laroche nous explique ce qui se passe, parce que c'est justement la modulation de la douleur. Alors là, dans ce schéma, on avait la douleur qui est remontée, et puis selon la tension... Alors, en fait, là, on voit la périphérie, ce qu'on appelle les faisceaux rouges, c'est des faisceaux ascendants. C'est-à-dire, c'est les faisceaux qui donnent l'information qu'à tel endroit, je me suis cogné, par exemple, pour être vraiment simple. D'accord. Ces faisceaux ascendants venant de la périphérie vont passer par la moelle épinière, comme on le voit bien là, et ensuite vont monter dans les centres. Les centres sont nombreux, il y a le cortex cingulaire antérieur, mais pas seulement, et à ce niveau-là, il va y avoir une intégration complète par l'organisme de ce qui se passe au niveau des phénomènes douloureux. La réponse ensuite va redescendre, ça va très vite, hein, là je détaille, mais ça va beaucoup plus vite que ça. Donc le cerveau et la moelle vont faire un contrôle descendant, et ce qu'on appelle ça les faisceaux inhibiteurs descendants. Ces faisceaux inhibiteurs descendants qui permettent de freiner en fait quand on a une douleur. Comment on fait pour les activer? Voilà, qui permettent de freiner une douleur aiguë. Ben, souvent dans la douleur chronique et particulièrement dans la fibromyalgie, on s'est rendu compte que ces freins sont beaucoup moins efficaces. Parce que probablement, à force de trop freiner,
on freine tous les jours pendant des mois et des mois, et bien probablement que ces mécanismes de faisceau descendant inhibiteurs de la douleur sont moins opérationnels. Donc ça, c'est un petit peu les phénomènes qu'il y a dans le cerveau avec une amplification, c'est-à-dire les nerfs qui véhiculent la douleur sont sensibilisés. Ils sont trop excités au plan électrique et chimique. D'accord. Et le phénomène de attention-distraction, ça se joue sur la douleur aussi ? Là, on parlait des phénomènes vraiment neurologiques, neurophysiologiques. Mais un cerveau, un organisme, ce n'est pas que ça. C'est ce qu'on disait, il y a des émotions. Donc une douleur, quand elle survient sur un terrain émotionnel fragile, sur un moment fragile, ça va être plus amplifié. Donc chez les anxieux, c'est souvent plus amplifié. Chez ce qu'on appelle les kinésiophobes ou les gens qui sont hyper vigilants, c'est-à-dire qui sont très à l'écoute de leurs sensations corporelles, ça va être amplifié. Par exemple, quand on est distrait de sa douleur, la douleur va être moins amplifiée. Par exemple, un joueur de foot, il finit son match avant de s'occuper de son entorse. Il aura mal après. Et voilà, il va beaucoup moins sentir la douleur parce qu'il va être objectivement dirigé sur un autre objectif. Du coup, à contrario, quand on est trop attentionné à sa douleur et attentif, elle va s'amplifier. Vous voyez ? Donc, c'est des phénomènes qui vont, bien sûr, moduler cette douleur. On a vu les éléments neurophysiologiques, mais qui sont modulés par des pensées, par des émotions et des comportements. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, et ça concerne tout le monde, toute personne qui a des douleurs, d'ailleurs pas seulement dans la fibromyalgie, on peut utiliser ces capacités du cerveau justement pour moduler la douleur, cette fois-ci dans le bon sens, pas l'amplifier, mais l'atténuer. D'ailleurs, professeur Laroche, vous avez signé un livre qui s'appelle « Douleur chronique et TCC ». Alors TCC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est thérapie cognitive et comportementale. Ça veut dire quoi ? On s'attaque à quoi quand on fait des thérapies cognitives comportementales ? Alors on s'est rendu compte que dans les maladies chroniques, dès qu'une maladie dure, il est très important de faire ce qu'on appelle de la psychoéducation, c'est-à-dire de travailler sur qu'est-ce qu'on pense de sa maladie, qu'est-ce qu'on ressent et comment on se comporte. Voilà, donc en fait, l'objet de ce livre, c'est plus un livre à visée universitaire, c'est pour les étudiants qui apprennent, les psychologues, etc., qui apprennent à gérer ces douleurs-là. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler avec le patient en partenariat pour améliorer ses ajustements, ses stratégies pour gérer, pour vivre, faire face à sa douleur. Et notamment, en grande partie aussi, une partie, c'est accepter les choses. Et on s'est rendu compte, il y a des grands auteurs anglo-saxons qui ont travaillé sur acceptation et douleur. Et acceptation ne veut pas dire être d'accord ni être résigné, c'est autre chose. C'est un vrai parcours complet, on va dire un peu de deuil de la bonne santé. Les patients qui ont accepté vont mieux. Ils ont moins mal, ils travaillent plus, ils ont moins de risques de dépression, etc. Donc en fait, les patients qui croient, certains, que accepter, ça serait baisser les bras, c'est tout le contraire. On redevient maître cette fois-ci chez soi. Oui, on reprend le contrôle exactement et on arrive à accepter une situation qui existe. Et pas nier, parce que souvent les patients sont en colère contre leur situation. Ils disent pourquoi moi, c'est pas normal, je suis jeune, active, j'ai toute ma vie j'étais à fond, à 100 000%, pourquoi, etc. Donc c'est ça ce travail d'acceptation. Chacun d'entre nous peut vivre une maladie, se retrouver confronté à des symptômes et si on accepte, on va beaucoup mieux. Et du coup, vous estimez que c'est utile, voire indispensable, d'avoir un soutien psychologique ? Alors, tout dépend un petit peu de comment surviennent les symptômes, de leur sévérité. Et la plupart des patients qui souffrent de fibromyalgie sont même, certains ne le savent pas, mais ils vont très bien parce qu'ils ont trouvé par eux-mêmes que, tiens, quand je fais un peu de sport, je suis mieux, quand je suis entourée avec mes amis, je suis mieux, ils ne s'isolent pas, etc. Quand je travaille, c'est mieux que quand je reste au lit toute la journée. Voilà, ils ont compris des choses et comme leur forme est peu sévère, ils arrivent à fonctionner. Disons que c'est plutôt pour ceux qui sont débordés par les symptômes, débordés et qui commencent à faire le vide autour d'eux, qui commencent à s'isoler, à perdre leur travail. Et là ça devient difficile pour eux et il faut là les soutenir. Il faut vraiment les aider à traverser ce moment difficile, espérant qu'il ne durera pas. Alors, l'un des moyens, justement, là aussi, de reprendre un petit peu le contrôle et peut-être aussi d'atténuer sa douleur, vous nous le direz dans un instant, professeur Laroche, Aurélie, c'est l'activité physique. Alors, j'ai failli dire le sport, mais il ne faut pas dire le sport. Non, je vais vous expliquer pourquoi exactement. C'est bon ou c'est pas bon ? En effet, l'activité physique, c'est très bon pour ce syndrome, parce que sans cette activité physique, les personnes fibromyalgiques se retrouvent dans un cercle vicieux de la douleur.
Quand on a mal, les muscles sont tendus et en plus, on n'est pas très motivé forcément à faire du sport. Or, cette inactivité risque d'entraîner, on en a parlé un peu de l'anxiété, de la dépression, voire même, et du stress. Et à terme, cette inactivité engendre un déconditionnement physique, c'est-à-dire une fonte progressive des muscles, ce qui mène à des contractures, etc., etc. Donc on en revient à la douleur, ce qui entraîne ce cercle vicieux. Au contraire, l'activité physique permet d'entretenir ces muscles et même d'en créer de nouveaux, mais c'est également une source de distraction. Elle permet de détourner l'attention de la douleur. La perception de la douleur peut être fortement atténuée, voire même supprimée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer à faire un marathon, un Ironman Non, surtout pas. Le but n'est pas de se créer des douleurs supplémentaires, Damien. Il faut aller à son rythme. D'ailleurs, il ne faudrait pas justement parler de sport, comme on disait tout à l'heure, mais plutôt d'activité physique adaptée, car il n'y a aucune recherche de compétition. Au contraire, l'important, c'est de savoir s'écouter, c'est-à-dire s'arrêter quand on commence à ressentir un symptôme, par exemple une douleur ou une fatigue. Un autre conseil, c'est de savoir découper, fractionner son temps d'activité. Par exemple, si au bout de 20 minutes de marche rapide, vous avez des douleurs, il vaudrait peut-être mieux faire 10 minutes à un moment de la journée, puis 10 minutes à un autre moment. On conseille d'ailleurs souvent aux adultes, qu'ils soient fibromyalgiques ou non, d'effectuer 30 minutes de contraction musculaire efficace par jour, mais cela ne veut pas dire qu'il faut le faire absolument en une fois. Et je tiens à rappeler également que l'activité physique ne permet pas de guérir de la fibromyalgie. Le but, c'est que les symptômes n'augmentent pas et parfois même ils diminuent. L'activité physique permet ainsi de réduire les douleurs et aussi d'améliorer la qualité du sommeil, l'humeur et la concentration. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des sports qui, malgré tout, sont plus adaptés Je vais intervenir par rapport à l'activité physique. Oui. Quand on dit arrêter quand il y a des douleurs, les patients vont rigoler, ils vont dire « mais j'ai mal tout le temps ». Ah, d'accord, il ne faut pas leur dire ça. Donc voilà, ça ne va pas leur plaire là, de leur dire comme ça. De leur dire, en fait, il y a un niveau de douleur acceptable, moyen, qui est un peu permanent. L'idée, c'est de rester avec ce niveau-là, même quand on fait une activité physique, que cette activité physique aille pas vers une poussée. Donc en fait, l'idée, c'est de rester avec cette douleur-là en faisant son activité. Donc quand on dit arrêter quand on a mal, ça ne fonctionne pas. C'est arrêter quand on a trop mal. Vous voyez ? Donc en fait, il y a une façon de faire qui est d'anticiper et de dire exactement comme vous le dites. Par exemple, si sur 15 minutes, on a plus de douleur et de fatigue, on va faire ce qu'on appelle, nous, la règle des 2/3, c'est-à-dire que vous faites des sessions de 10 minutes, mais répétées. Comme ça, on est toujours en dessous de l'aggravation des douleurs et donc on peut continuer à fonctionner. Alors, il y a une question de Sandrine là, qui nous demande est-ce que le fait de faire du sport endommage les fibres nerveuses et musculaires et que le moindre mouvement ne va pas entraîner des dégâts ? On voit bien qu'elle s'inquiète, effectivement. Oui. Alors, la bonne nouvelle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de lésion. Les muscles ne sont pas abîmés. Sauf s'il y a on a le droit, on dit d'avoir la peste et le choléra, je suis désolée, mais elle peut avoir aussi autre chose. Mais à partir du moment où on ne parle que de la fibromyalgie, on va dire dans ce cas-là, s'il n'y a que de la fibromyalgie, il n'y a aucune lésion. Donc, elle peut tout à fait faire une activité physique. Mais elle ne va pas faire un Ironman si elle ne faisait rien avant. Elle va faire quelque chose qui soit réaliste. Alors, Aurélie, quelle activité vous nous conseillez ? Eh bien, justement, il n'y a pas de règle. D'abord, il faut trouver quelque chose qui vous plaît. Inutile, par exemple, de choisir la natation si vous n'aimez pas le contact avec l'eau. Évidemment, vous irez 3 fois à la piscine avant d'arrêter. De même, il faut écouter, donc, comme on vient d'en parler, ses besoins physiologiques et respecter sa condition physique. C'est-à-dire ne pas se mettre en échec. Se fixer un certain temps de marche et puis finalement être essoufflé au bout de quelques minutes, c'est pas très bon pour le moral. De même, si on peut trouver un groupe pour se sociabiliser, ça peut aider dans la régularité de la pratique, mais il faut toujours se mettre dans un groupe qui est à son niveau pour éviter de se mettre en échec. Et pour ceux qui nous regardent et qui veulent reprendre une activité physique, qui n'en ont pas forcément fait depuis longtemps, on peut leur permettre des activités basées sur des mouvements doux. Ça permet une certaine réappropriation du corps. C'est le cas par exemple du tai chi ou du qigong par exemple. Et enfin, il est important de bien s'hydrater durant toute la période de l'effort et de s'étirer. Chez les personnes fibromyalgiques, l'étirement peut permettre de redonner des informations au cerveau qui ne sont pas des informations de douleur. Et ça fait souvent du bien à la fois au corps et à l'esprit. Et évidemment, je voulais rappeler à tout le monde que ces conseils ne sont pas uniquement à destination des personnes fibromyalgiques. Faire du sport qui nous plaît, s'adapter à sa condition physique, s'hydrater et s'étirer, c'est valable pour tout le monde.
Professeur Laroche, vous, à vos patients, vous recommandez quoi? Du yoga, de la natation, du qigong? Qu'est-ce que vous recommandez? Le plaisir du patient. Le plaisir, c'est ça qui compte. Ah oui, il faut une activité de plaisir, une activité qui soit vraiment agréable. Donc tout dépend un peu Il faut que ça soit agréable. Oui, de l'historique, enfin agréable à faire. Ah, d'accord. Tout dépend de l'historique aussi des personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout sportives et des personnes qui étaient sportives ou qui le sont restées. Donc on a déjà 2 cas de figure complètement différents. La patiente ou la personne qui n'est pas du tout sportive, il va falloir y aller très doucement, très progressivement. Et ça va souvent être très difficile pour la personne d'accepter. De partir marcher 2 ou 3 minutes, de faire du rameur ou de l'elliptique chez elle, 2 ou 3 minutes. Elle va se dire, mais ça ne sert à rien. Et pourtant, il faut commencer bas pour progresser. Donc, pour certains patients, c'est vraiment extrêmement difficile de commencer parce qu'ils se disent, mais je ne vois pas de progrès. Et c'est normal qu'au début, il n'y a pas de progrès. Ça va être long. Pour les sportifs ou anciens sportifs, là, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont déjà un peu l'esprit de la progression, de la récupération, du fractionnement, de tout ça qui est important pour la mise en place. Alors, quand je dis activité de plaisir, il faut que ce soit des activités de plaisir réalistes et réalisables. D'accord, il ne faut pas se fixer des objectifs insurmontables. Je vous pose la question parce qu'elle est peut-être arrivée en consultation aussi. Est-ce que l'activité sexuelle est compromise dans la fibromyalgie? Est-ce qu'on a tendance à avoir moins d'actes sexuels parce que c'est douloureux, parce que c'est pénible? Et au contraire, est-ce qu'il ne faudrait pas le conserver Alors, si, c'est un des retentissements, on va dire, un des handicaps qui peuvent survenir. Alors, la difficulté dans la fibromyalgie, surtout les formes sévères, c'est ce qu'on appelle une allodynie. C'est-à-dire tout contact, même vraiment très doux, un effleurement peut faire être mal. douloureux. Donc, évidemment, là, c'est des personnes qui, des fois, même prennent une canne dans les transports pour ne pas être bousculées. D'accord. Donc, vous imaginez que l'activité sexuelle va être compliquée. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut garder toutes ces activités. L'activité sexuelle en faisant partie et éviter, plus on évite et moins on fera et plus ce sera après difficile de le faire. Alors il y a des positions qui sont recommandées notamment chez les lombalgiques, des positions moins douloureuses pendant l'activité sexuelle selon que ce soit l'homme ou la femme ou selon selon les positions, etc. Donc ça c'est possible, ça a été fait pour les gens qui souffrent du dos et les patients qui ont des fibromyalgies peuvent éventuellement s'en inspirer. D'accord. N'hésitez pas à poser la question à votre médecin. Il est aussi là pour votre santé sexuelle. Anne, vous regardez du côté des applications, puisque c'est à la mode. Là aussi, n'hésitez pas. Si vous avez utilisé des applis et que vous avez trouvé ça utile, bien partagez. Si vous avez utilisé des méthodes efficaces pour vous, en tout cas, ou des combinaisons, comme disait le professeur Laroche, qui sont efficaces pour vous, partagez-les sur la page Facebook. Ça sera l'occasion d'en faire profiter tout le monde. Donc, Anne, vous vouliez d'abord nous parler de Catch My Pain. Catch My Pain, voilà, attraper sa douleur. Alors, le problème, effectivement, quand on va chez le médecin, c'est qu'il est difficile de décrire une douleur, surtout quand elle est récurrente. Et c'est pour ça que les professionnels de santé préconisent l'utilisation d'un journal de la douleur. Et justement, cette application va faciliter la création d'un journal sous forme numérique. Et donc ensuite facilitera le dialogue avec le médecin lors des consultations. Alors l'application est simple à utiliser. En fait, l'utilisateur dispose donc déjà, il utilise un petit stylo pour localiser précisément les points douloureux. Et ensuite, il a une palette de couleurs, du jaune au rouge, pour l'aider à évaluer l'intensité de sa douleur. Et puis, alors, pour exprimer sa douleur, pour l'aider à trouver les bons mots pour la décrire, l'application propose pas moins de 30 items, voilà, pour vraiment mettre des mots précis. Et ensuite, il a aussi la possibilité donc, de faire des graphiques pour suivre l'évolution de sa douleur sur le long terme, d'envoyer ce journal à son médecin par email et aussi de notifier les prises de médicaments. Voilà. C'est une application qui est gratuite et ce qui est un peu dommage, c'est que certaines fonctionnalités, par exemple l'impact sur l'humeur, qui est assez important, est payant. Alors ça, c'est quand on est tout seul. Ah, vous vouliez dire quelque chose sur cette application que vous connaissez ? Donc ça, c'est des applications qui ont été faites par des non-spécialistes. Par exemple, les 5 niveaux de douleur, nous, on utilise plutôt une échelle sur 10, par exemple. Et puis, les adjectifs que j'ai vus ne sont pas les adjectifs qu'on va utiliser dans les questionnaires de la douleur. On ne va pas mettre grouillant, fourmillant. On aurait mis, il y a d'autres choses d'autres items qui sont choisis. Donc, à la limite, ça pourrait être intéressant de s'en inspirer. Comme ça se rapprocherait de nous, ce qu'on utilise comme document avec des questionnaires sur les douleurs pour être un peu plus précis. Alors, je mets aussi un petit bémol sur les agendas de la douleur.
Il faut éviter aussi d'être complètement happé par son journal et faire ça sur du long terme. Moi, quand je demande à un patient de me faire un journal, je lui dis sur 15 jours, 3 semaines. Et après... Un journal, vous pouvez nous montrer sur le petit livret comment ça se passe? Je vais le montrer à la caméra pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on tient un journal, qu'est-ce qu'on marque dans un journal? Donc là, c'est un agenda de la douleur qu'on propose aux patients, dans lequel il y a les différents moments de la journée, les intensités de la douleur éventuellement. Quand la douleur est chronique, tous les jours évaluer sa douleur, ça n'a plus tellement de sens. En revanche, d'évaluer ce qu'on fait, comment ça fonctionne, à quelle heure on fait telle ou telle activité, à quelle heure on prend les médicaments, ça va être intéressant parce que ça va pouvoir être discuté avec le médecin pour ajuster. Voilà, c'est vraiment un moyen pour apprendre à s'ajuster et puis ça donne des informations plus rapides pour le médecin à traiter en consultation, parce qu'il faut quand même savoir que la plupart des médecins sont limités par le temps et que si on ne se prépare pas sa consultation, on va être plus déçu de sa consultation. Donc moi, j'encourage les patients de préparer leur consultation, de ranger leurs examens, leurs ordonnances, leurs questions. Parce que quand tout est comme ça, ça va être compliqué d'avoir des réponses. C'est plus possible. On a plusieurs questions pour savoir où est-ce qu'on se procure ce livret. Peut-être que Damien, c'était... Alors, le livret, on peut le trouver où sur le site? Ce livret, il est sur le site du réseau Lutter contre la douleur Paris. Donc, réseau-du-6 LCD, comme lutter contre la douleur.org. On va le remettre sur Facebook. N'hésitez pas à regarder. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions de Anne-Laure et Sandrine. On ne vous oublie pas pour les questions de traitement, mais je voudrais qu'Anne passe à sa deuxième application parce qu'elle est importante aussi, c'est pour rompre l'isolement. Exactement. Donc c'est MyVictories. Donc au départ c'est un site internet et donc qui a été décliné en application. Donc MyVictories, c'est une communauté de patients qui échangent autour d'une pathologie chronique commune. Donc on va trouver des groupes de patients, donc des diabétiques, des asthmatiques, mais aussi des fibromyalgiques. Et justement la plateforme a développé un partenariat avec l'association Fibromyalgie France. Et donc aujourd'hui elle accueille plus de 1500 patients fibromyalgiques. Donc l'idée c'est vraiment de sortir de son isolement, de s'entraider par le soutien des membres. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ici, l'idée, c'est pas de se lamenter. Et voilà, ça pourrait peut-être rebuter certaines personnes ou avoir un côté un peu déprimant. Il y a un esprit très positif puisque les membres se lancent des défis et s'entraident mutuellement pour accomplir ces challenges, ces défis. Donc, vous voyez, par exemple, avoir des défis autour de l'activité physique, de la marche à pied ou simplement de garder le moral. D'accord, une communauté positive, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs également dans les associations. On vous mettra aussi la liste des associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour avoir là aussi du soutien, des conseils à échanger. Et on termine par une troisième appli, cette fois-ci Respirelax, c'est pour aider les patients à se détendre. Et ça exactement. retentit sur les douleurs. Donc on a dit le stress, c'est un facteur d'aggravation des douleurs. Évidemment, la relaxation a une place importante dans la gestion de la douleur et du stress. Et donc cette application, elle repose sur la cohérence cardiaque. Donc c'est une technique de relaxation qui était au départ utilisée pour la prévention des pathologies cardiovasculaires et qui aujourd'hui est intégrée de plus en plus au programme de relaxation. Et en pratique, on fait comment? Alors en principe, donc du coup l'application propose des exercices de respiration, vous le voyez, lente et profonde. Donc en gros, l'objectif c'est de caler sa respiration sur cette petite bulle. Donc quand elle monte, on inspire doucement. Quand elle descend, on expire doucement. Et c'est ce rythme, petit à petit, qui va permettre de caler, de synchroniser la respiration et les battements cardiaques et amener à un état de relaxation. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose vraiment de facile à utiliser. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, en situation de mobilité. Et l'objectif, c'est pas d'éviter son stress, justement, c'est d'apprendre à s'y confronter et à mieux l'appréhender. Et c'est très efficace, ma femme s'en sert et je vous assure que c'est très efficace ce genre de... Je crois que c'est celle-là, mais en tout cas ça monte, ça descend. Exactement, c'est tout simple. Je pense que c'est celle-là. C'est des techniques très intéressantes, il faut faire des choses simples et facilement transportables et applicables. L'idée étant de l'utiliser dans le métro, dans des moments comme ça informels, d'injecter ces petits moments de respiration, relaxation et je pense que ça c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Si je peux rajouter une information grand public, il y a un livre qui vient sortir aux éditions InPress qui s'appelle La douleur, je m'en sors. La douleur, je m'en sors. Je m'en sors, voilà, donc ça peut être intéressant pour les patients s'ils veulent. Bon livre pour eux. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas, même des choses qui vous paraissent très simples,
essayez-les avant de dire ça ne marchera pas sur moi, vous serez peut-être surpris du résultat. C'est même un peu étonnant parce que finalement, quand on étudie la douleur, on voit des circuits cérébraux très compliqués, on voit des tas d'hormones qui peuvent interagir, des neurotransmetteurs. Et puis finalement, on s'aperçoit que diriger son attention, faire autre chose, avoir une cohérence respiratoire, c'est efficace. Donc ça inspire un peu d'humilité quand même par rapport au traitement médicamenteux que j'avais évoqué tout à l'heure. Et beaucoup d'espoir aussi. Et beaucoup d'espoir, tout à fait. Parce que ça permet aux gens de reprendre le contrôle et de pouvoir faire des choses pour eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment important. D'accord. On n'est pas forcément esclave de sa douleur à vie dans la fibromyalgie comme dans d'autres douleurs. Alors, dans l'échange de bons conseils, il y a Anne-Laure qui nous disait qu'elle a limité depuis quelques années le gluten et le lactose de son alimentation et elle trouvait qu'elle allait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Et puis elle a ajouté d'ailleurs, que pensez-vous de la cryothérapie? Bon, alors, pour ces trois, lactose, gluten et cryothérapie, beaucoup de personnes en parlent, les utilisent, etc., avec des résultats qui leur semblent intéressants, mais on n'a pas d'études dans la fibromyalgie particulièrement, pour recommander ces prises en charge. Maintenant, les exclusions de lactose et de gluten, on s'est rendu compte que ça permettait d'améliorer les douleurs quand on a ce qu'on appelle un côlon irritable. Oui. Pas forcément une maladie cœliaque, juste un côlon irritable. Donc ça donne du bien-être, on est moins fatigué parce que la digestion est facilitée. Donc ça peut, par effet rebond, avoir une certaine efficacité. Mais on n'a pas de documentation, on va dire, bibliographique médicale pour les recommander particulièrement. Je crois qu'après, c'est un chemin aussi que les patients vont faire et ils vont trouver un petit peu leur propre stratégie. D'accord. Un petit mot sur la RTMS, stimulation magnétique transcrânienne répétitive. J'ai demandé à Sandrine ce que ça voulait dire parce que je ne connaissais pas l'abréviation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est exploré ou qui est d'ailleurs utilisé Oui, alors en revanche, là, il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites au départ dans la dépression, parce que c'est la première indication, c'était la dépression, et puis ensuite par extension sur les douleurs, avec des résultats qui semblent intéressants, mais il faut que ces stimulations soient, comme on dit, répétitives, c'est-à-dire qu'elles soient maintenues pour qu'il y ait un effet rémanent. Mais je veux calmer tout de suite les espoirs. Il y a très peu d'appareils en France. C'est pas très facile d'y accéder. Voilà. Ça aussi, c'est dans les centres d'études et de traitement de la douleur, peut-être? Pas tous, non, ça coûte cher. Donc, il n'y en a pas partout, non. Et pour l'instant, c'est surtout dédié à la recherche. D'accord. Alors, il y a une remarque juste de Catherine qui dit, on parle beaucoup d'activité physique, mais on a aussi beaucoup de mal à gérer le quotidien et le travail. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du travail et des réactions de l'entourage. Et comment on peut faire quand on n'est pas forcément pris au sérieux ça ne se voit pas en fait. Voilà, quelqu'un qui a une douleur ou de la fatigue. La douleur en général ne se voit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut partir du principe que le patient a toujours raison. Et à partir du moment où il s'en plaint, il aurait autre chose à faire que de s'en plaindre. Donc c'est qu'il est gêné. Alors, c'est toujours le problème des maladies invisibles qui font qu'il y a un problème de reconnaissance. Bon, c'est de mieux en mieux quand même reconnu. Nous, on fait beaucoup de formations en médecine du travail. Donc, on espère que de ce côté-là, ça va s'améliorer. Moi, je vois qu'il y a des changements dans mes relations avec les médecins du travail. C'est beaucoup mieux pris en compte. Des aménagements de poste, du télétravail. C'est quand même plus facile qu'avant. Ça avance. Oui, ça avance. Alors justement, Cécile, la fibromyalgie est reconnue maintenant de plus en plus par les institutions, mais il y a quand même un petit peu de cacophonie. Oui, alors depuis 1992, en fait, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la fibromyalgie. Donc ça, c'est au niveau international. En France aussi, on a une reconnaissance un peu plus tardive, puisque c'est en 2007 qu'il y a eu un rapport de l'Académie nationale de médecine qui reconnaît la fibromyalgie comme un syndrome. Ensuite, on a eu un autre gros rapport très complet de la Haute Autorité de Santé en 2010, 3 ans plus tard. Et puis actuellement, on attend les conclusions d'une expertise scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Alors c'est une expertise qui a démarré en 2013 et les résultats sont attendus pour mi-2018. Voilà. Alors, les résultats de ce rapport de l'INSERM devraient aboutir à des recommandations, à la fois pour la recherche fondamentale et pour la prise en charge clinique et thérapeutique. Donc c'est vrai que c'est un rapport qui est très très attendu par les associations de patients. À noter que cet été, l'assurance maladie a mis en ligne une fiche qui explique ce qu'est la fibromyalgie. Donc c'est quand même un signe que la reconnaissance avance. On espère, on ne va pas trop s'avancer sur ce que va dire l'INSERM. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sacré pas en avant que l'assurance maladie ait mis des fiches
sur la fibromyalgie sur son site. Oui, alors il faut savoir aussi que les parlementaires s'en saisissent. C'est vrai. Et nous ont demandé que les experts de cette maladie se réunissent et leur donnent des recommandations, ce qu'on est en train de faire. Et puis il y a ce livre blanc de la douleur qui vient de sortir tout récemment, à viser vraiment des politiques pour qu'ils puissent un peu mieux voir l'épidémiologie de la douleur en France. C'est énorme, énormément, c'est pratiquement 30% des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, donc c'est beaucoup, toutes pathologies confondues, j'entends. Et donc ce livre blanc de la douleur permet aussi de donner des pistes pour les politiques, notamment pour favoriser l'accès aux structures de prise en charge de la douleur, pour mieux former les médecins, pour mieux aider les personnes qui souffrent et leurs aidants aussi, par exemple. Oui. D'ailleurs, les aidants, vous en parlez, il y a une des propositions, soutenir et reconnaître les personnes douloureuses et leurs proches. Les personnes douloureuses ne doivent plus être stigmatisées. La douleur est invisible, mais elle détruit, isole, fragilise. Reconnaître la douleur chronique comme une vraie maladie, aider et accompagner les proches impactés par cette souffrance est une réponse éthique qui démontre une vision moderne de la maladie et du soin. Ça, c'est un livre, c'est une des propositions, il y en a 9 axes principaux, mais c'est un livre qu'on peut trouver où ? Alors, c'est un livre qui a été essentiellement édité pour les politiciens. D'accord. Donc, c'est la Société savante, la Société française d'études et de traitement de la douleur qui l'a rédigé. Donc, tous les intervenants français du monde de la douleur, on a écrit dans ce livre. Et donc, il est porté surtout par le professeur Serge Perrault, qui est actuellement le président de cette Société savante. Les centres, alors justement, Cécile, les centres d'études et de traitement de la douleur, il y en a beaucoup en France ? Oui, alors on en a actuellement autour de 250. Alors ça, c'est le dernier bilan de 2011, alors qu'on n'en avait que 96 en 2001. Voilà. Donc ça a vraiment augmenté. Donc la fibromyalgie est prise en charge en France comme toute pathologie au niveau des soins, tant au niveau de la kiné que des cures thermales, de la rééducation fonctionnelle à l'effort. Mais par contre, ce qui est très difficile en France, c'est d'avoir une prise en charge à 100% de la fibromyalgie. Ouais, ça, c'est un gros problème. On l'a vu sur le fil que j'ai suivi d'un œil avide. Vous avez beaucoup posé des questions sur la prise en charge, la reconnaissance à 100%. Ça, c'est un point très compliqué, ça. Oui. Alors, c'est un petit peu normal parce qu'il y a des formes sévères et des formes qui ne sont pas sévères. Donc, comme la fibromyalgie n'est pas homogène, on ne peut pas mettre tout le monde à 100%, 1,6% de la population à 100%. Je pense que les comptes publics auraient du mal à faire face. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on a été sollicités pour qu'on puisse bien expliquer aux parlementaires qu'est-ce que c'est que cette fibromyalgie et quelle forme serait peut-être plus justiciable éventuellement d'une ALD à 100%. Il faut savoir que quand la fibromyalgie est associée à d'autres pathologies, par exemple une dépression, la prise en charge à 100% va souvent être facilitée, par exemple. Ou quand elle est associée à une autre maladie, ça s'appelle les fibromyalgies associées par exemple à un rhumatisme inflammatoire, il va y avoir une prise en charge à 100%. D'accord. Alors justement, oui, Cécile, vous avez regardé un petit peu. Si on veut être pris en charge en ALD, il y a quand même des critères à remplir. Oui. Alors ALD, ça veut dire affection longue durée. Donc on a une liste de 30 maladies en fait officielles et la fibromyalgie n'en fait pas partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des critères très exigeants qui ont été dictés par une circulaire de 2009. Alors la pathologie d'abord doit être grave, c'est-à-dire qu'il y a un risque vital ou il y a un danger imminent pour la qualité de vie. Elle doit nécessiter un traitement prolongé, c'est-à-dire d'une durée supérieure à 6 mois, ou alors elle doit être particulièrement coûteuse. Et c'est ça le problème avec la fibromyalgie, c'est que son traitement n'est pas très coûteux vu qu'il n'y a pas un recours aux médicaments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs en soins ne sont pas énormes, mais les coûts indirects en indemnité journalière, en arrêt de travail, sont très très chers, sont beaucoup plus importants. Donc voilà, donc ça dépend comment on considère les choses. Il faut penser que les arrêts de travail, nous dans l'enquête qu'on a fait sur les 4500 patients, on s'est rendu compte que les difficultés au travail, ce n'était pas forcément en rapport avec les symptômes de la fibromyalgie, mais en rapport avec les conditions de travail et de transport. D'accord. Ça représente combien de personnes ? Vous avez enquêté, Cécile, combien de personnes qui sont en ALD pour fibromyalgie ? Alors, chaque année, en fait, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit entre 1000 et 2000 demandes. D'accord. Donc, ça augmente, les demandes augmentent depuis plusieurs années.
et environ 500 se voient accorder le statut d'affection longue durée chaque année. Voilà. D'accord. Vous pensez que ça couvre les formes sévères de fibromyalgie ou non, on n'y est pas? Alors là, À la louche, hein. Non, parce que je crois que c'est pas que les chiffres qu'il faut analyser le détail des chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend aussi des caisses. D'accord. Les médecins de caisse sont différents. Il y en a qui considèrent que la fibromyalgie, ça doit être pris à 100%, d'autres pas. Il y a une hétérogénéité. Et donc, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut analyser. D'accord. Alors bon, merci. On va conclure parce que malheureusement le temps passe. On conclut d'abord avec un petit récapitulatif pour ceux qui prennent en cours. Le docteur Pierre Ricordet va vous rappeler l'essentiel de cette émission. La fibromyalgie est uniquement d'origine psychologique. C'est faux, mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple. Un rapport de l'Académie nationale de médecine de 2007 reconnaît la fibromyalgie comme une entité clinique à part entière. Mais avant cette reconnaissance, la fibromyalgie a longtemps suscité pendant de nombreuses années beaucoup de polémiques dans le milieu scientifique. Les médecins ne croyaient pas à l'existence de cette maladie. On a d'ailleurs longtemps cru que la fibromyalgie était d'origine psychologique. Eh bien, c'est en grande partie faux, vous allez voir, car même si ces origines ne sont pas encore toutes connues, de nombreuses hypothèses sont évoquées. Certains facteurs génétiques et physiologiques, comme par exemple des anomalies du système nerveux, semblent bien en cause. Chez les patients atteints de fibromyalgie, le cerveau n'analyse pas correctement les messages de la douleur, car les voies de contrôle de la douleur au niveau du système nerveux central sont altérées, provoquant ainsi des modifications de la perception de la douleur. Mais il est important de comprendre que certains événements extérieurs, comme un traumatisme, qu'il soit physique ou psychique, comme par exemple un accident, un accouchement, une intervention chirurgicale, le surmenage, une rupture affective, le décès d'un proche, mais également une infection virale ou des antécédents de dépression peuvent être impliqués. Si la cause n'est pas uniquement d'origine psychologique, certaines situations psychologiques peuvent donc en être des facteurs déclenchants. Il s'avère en plus que de nombreuses études mettent en avant un lien entre la fibromyalgie, l'anxiété et la dépression. D'autre part, une dépression apparaît le plus souvent après le début de la fibromyalgie, situation qui contribue à baisser le seuil de la douleur. Le patient rentre ainsi dans un cercle vicieux infernal, dépression et anxiété aggravant ou provoquant les douleurs qui elles-mêmes aggravent ses symptômes. N'oublions pas également que les personnes qui vivent avec une maladie chronique, douloureuse et handicapante restent souvent centrées sur leurs symptômes, ce qui aggrave encore la situation. C'est pour cette raison qu'il faut absolument essayer de s'évader par la lecture, par exemple, mais surtout en bougeant. Vous l'avez vu, la fibromyalgie n'est pas uniquement d'origine psychologique, mais les interactions entre le psychisme et le somatique restent étroitement intriquées, comme dans toutes les maladies, surtout dans les pathologies chroniques, et particulièrement dans la fibromyalgie. Voilà, bien écoutez, c'est déjà terminé. Merci à tous. Merci professeur Laroche de nous avoir expliqué plus en détail ce qu'était la fibromyalgie. Merci bien sûr Cécile, merci Anne, merci Aurélie. Merci à tous ceux qui ont participé pour réaliser cette émission et également à vous les internautes qui avez posé vos questions. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés un peu à la fin, on n'aura pas le temps d'y répondre parce que je voudrais donner une dernière indication. C'est des exercices de relaxation médicale et ça c'est disponible facilement en accès libre sur le site justement que vous avez cité tout à l'heure. D'ailleurs, www.réseau, bien sûr, -6lcd.org et vous pourrez faire comme ça, essayer des exercices de respiration. Nous, on se retrouve le 21 novembre avec cette fois-ci le professeur Stéphane Auvin qui est neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré et nous parlerons cette fois de l'épilepsie de l'enfant. Bonne émission et à bientôt.